Howard, bonjour, content de vous savoir nombreux derrière vos écrans. Aujourd'hui, deux temps forts dans notre nouveau numéro. Nous parlerons de prime abord de la question de la délinquance juvénile et secondement, nous parlerons de cette réforme du 29 mars au Gabon relative aux conditions d'attribution de bourses. Vous l'avez certainement compris, je viens de substituer, chers téléspectateurs, par Howard parce que je me suis rendu compte que c'est moins long et c'est plus original. Bienvenue dans Forum Ado, je vais vous présenter nos invités du jour. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, comment va aujourd'hui? Ça va plutôt bien. Cool. La journée, Awa, ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Ah bah écoute, c'est formidable. Alors à ma droite, nous avons monsieur Confidence Fono et Foi. Bonjour à vous. Bonjour Marvin. Vous êtes magistrat, vous avez choisi de répondre présent à notre invitation. Effectivement. Ça veut dire que vous avez envoyé plusieurs en prison entre-temps? Non, c'est pas ma spécialité. C'est formidable. C'est vrai. Alors à votre droite, nous avons monsieur Adama Kone Monjo. Comment tu vas, très cher? Ça va très bien. L'école, ça va? Ça se passe très bien. Alors tu es étudiant en logistique et transport. Oui. Étudiant en logistique et transport, deuxième année à l'école supérieure de la mer. C'est formidable. Et tu as un bracelet Côte d'Ivoire, je vois bien? Oui, c'est un bracelet Côte d'Ivoire. Ah, c'est très bien. Alors en face de toi, nous avons monsieur Sidouane Okeli Luemba. Bonsoir, très cher. Bonsoir, Comment tu vas? plutôt bien et toi? Oui, ça va, je suis en forme cet après-midi. Ravi. J'ai juste un peu la toux. J'espère que ça s'appelle comme ça. Oui, j'ai un peu de toux, mais ça va passer, merci. D'accord. Alors, tu nous reviens tout droit d'Afrique du Sud. Oui, Voilà, un pays qui t'a abrité pendant une dizaine d'années quand même. plus ou moins. Et actuellement, tu es chômeur. Bon, Bah écoute, tu es chômeur puisque tu as un diplôme en même et tu n'as pas d'emploi. oui, plus ou moins. C'est très bien. Alors, à ta droite, nous avons mademoiselle Awa Ali. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Alors, tu es très belle comme une Tchadienne. Merci. C'est normal, tu es Tchadienne. Africaine aussi. C'est très bien. Alors, ici, tu nous disais bonjour en arabe. Le Tchad, je crois que c'est français-arabe. Et oui, c'est français-arabe. Ok. Simplement, salam alaikum. Et comment répond? Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Mhm. Alors, Howard, bonjour. Vous l'avez compris et je ne manquerai pas de le redire tout au long de l'émission. Chers téléspectateurs, devient difficile à prononcer et aujourd'hui, nous avons choisi de vous appeler Howard et moi, Marvin, sur le plateau. Alors, on se rend bien compte que sur le plateau, nous avons trois étudiants qui partagent la même formation. Vous faites tous logistique et transport. Qu'est-ce que c'est la logistique et transport, Sidouane? Comment ça se présente en Afrique du Sud? Tu peux le dire en anglais si tu le sens. It's basically the management of products. So it's supply chain, it's there's various factors, transport, inventory, products management. So it's all about handling goods, moving them from one place to the other Ok. In a specific time frame. Ok. Alors, il est bien vrai que la science, elle est universelle. Mais après, étant au Gabon, comment ça se passe? Est-ce que vous faites des tours en haute mer, Awa, dans votre formation? Pour le moment, on ne fait pas de tour en haute mer. Ok. On est juste sur place, on fait des cours. Et il était prévu qu'on devait aller au port de Vendo, Ok. mais ça n'a pas été. Donc, on est là, on attend. Peut-être demander à Adama, puisqu'il est dans l'école supérieure de la mer. Vous plongez souvent? Pour répondre à ta question, non, on plonge pas souvent. Bah, c'est à croire Mais que la on fait des formation, elle cours. est théorique. On fait des cours de natation en fait. Ok. Voilà. Et contrairement à Awa, nous avons déjà fait quelques sorties en entreprise, notamment au port de Vendo et au port d'Antares. Voilà. Puisque l'école de la mer prône plus pour les métiers de la mer, donc on veut nous inculquer la culture des personnes qui travaillent déjà au port et dans le domaine maritime. On l'a bien compris. Alors, Howard, je tâcherai de le répéter après 10-15 minutes de l'émission. Chers téléspectateurs, la formule a été changée. Vous êtes Howard et moi sur le plateau, je suis Marvin. Nous parlerons cet après-midi de la question de la délinquance juvénile en Afrique. Monsieur Bono, qu'est-ce qu'on entend par délinquance juvénile? C'est quoi le fait délinquant? Alors le fait délinquant, c'est tout comportement en violation avec la loi pénale à un moment donné et en un lieu donné. Mais la question de la délinquance juvénile doit s'entendre de l'ensemble des infractions que commettent des enfants, des adolescents, des jeunes, précisément selon les lois pénales, âgés de 13 ans à 18 ans, donc des mineurs, qui les commettent soit en réunion, c'est-à-dire de façon collective, sinon cela se caractérise par des actes individuels, tout simplement. Adama, on retient la même chose pour toi? Comme a dit mon prédécesseur, je définirais pour
la délinquance juvénile comme étant un comportement illégal commis par des enfants ou des adolescents en groupe ou Ok. Sidoine. Je trouve qu'il a très bien défini le terme, donc j'ai rien à dire. Alors dis-moi, lorsqu'on trouve un jeune, un adolescent à 16 ans, 14 ans qui fume de la cigarette, est-ce que c'est de la délinquance? Je trouve que il y a un début à tout, et pour ma part, oui. C'est de la délinquance. Oui, Ah ouais, plus ou moins. à 16 ans, si tu trouves une collègue à toi en train de fumer, c'est délinquant. Oui, c'est déjà une étape, c'est déjà être délinquant. Bon, c'est mineur, délinquance mineure, mais c'est déjà une délinquance. Parce que la délinquance se présente aussi sous plusieurs formes. Il y a les sous le délinquances contrôle- mineures ok. et les délinquances majeures. Alors sous le contrôle du magistrat que nous avons, est-ce que tirer une cigarette à 16 ans, juridiquement, c'est condamnable? Alors en principe, en droit, il faut considérer qu'il n'y a pas d'infraction sans texte. Il faut d'abord qu'au préalable, il y ait un texte qui punisse un acte C'est très clair. pour qu'on puisse ensuite considérer que cet acte-là en lui-même constitue une infraction. Fumer une cigarette à 16 ans, dans le code pénal, cela n'est pas expressément interdit. Mais fumer du chanvre ou du cannabis ou consommer toutes sortes de stupéfiants à 16 ans, ça également, même pour les majeurs, cela est interdit. Mais il y a beaucoup de nuances selon les minorités. Mais pour le cas spécifique de la cigarette, il peut arriver que cela soit interdit dans le cadre d'un règlement dans un établissement ou dans un lieu, un espace public déterminé. À ce moment-là, on pourra parler d'une forme de délinquance parce qu'il y a plusieurs formes de délinquance et la sanction, elle est encourue. On parle de délinquance lorsque l'acte se pratique de façon répétée. Et c'est très bien que vous parliez de règlement parce qu'après votre discours, on peut être sûr qu'il ne sera pas perçu comme un encouragement auprès de cette jeunesse qui nous écoute. Et délinquance juvénile, quelles peuvent en être les causes? Alors, je vais commencer par situer un peu le contexte. Nous sommes en Afrique où nous avons les objectifs du millénaire pour le développement. Et parmi les 8 objectifs, nous avons les 2 premiers qui sont essentiellement consacrés à la lutte contre la pauvreté, donc la réduction de la pauvreté. Et le second objectif est celui de l'éducation. Alors en Afrique, il faut se rappeler que 70% de la population africaine est composée de jeunes. Des jeunes essentiellement âgés de pas plus de 30 ans. Ok. Lorsqu'on parle de cette question de la délinquance juvénile, c'est une question majeure. Parmi les causes, pour répondre à votre question plus directement, nous avons bien évidemment la pauvreté. Nous avons un problème d'éducation. Nous avons des problèmes liés à la famille, la couche, la cellule de base où beaucoup de jeunes sont parfois élevés dans des familles monoparentales. Ok. Donc, à côté de ces ensembles de facteurs, le jeune a du mal à trouver ses repères dans la société. Et puisque, si vous permettez, excusez-moi de vous apostropher, puisque nous sommes là dans une logique éducative, voilà, et vous avez parlé du niveau familial. Et il va sans dire que la famille est la cellule de base de toute société. C'est d'abord, tous les fondements se passent dans la famille pour qu'après, le jeune puisse s'exprimer sur le plan social ou même scolaire. Alors, qu'est-ce qui se passe en famille, le rapport enfant-parent? Au passage, vous êtes parent, monsieur? Bien évidemment, je suis parent. Alors, la famille en Afrique, on peut considérer qu'elle est bel et bien une famille qui est assise sur des valeurs. Okay. Mais qu'aujourd'hui, cette famille, à elle seule, n'éduque pas l'enfant, n'éduque pas le jeune. Aujourd'hui, sur cette table, nous avons tous un smartphone. Même si l'Afrique a la pauvreté qu'on connaît, en Afrique, pour ne parler que le cas de chez nous ici au Gabon, un jeune, dès le lycée, a déjà un téléphone. Le téléphone a la possibilité de transmettre d'autres valeurs. C'est très clair. Et cela influence l'action de la famille, l'éducation de la famille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on doit reconnaître que cette éducation existe, elle est confrontée à une certaine forme de révolution qui influence la mentalité du jeune et l'expose donc à pas mal de dérives. C'est la même chose lorsqu'il arrive dans le milieu scolaire, avec ou sans un téléphone portable. Là-bas également, il va subir une autre influence
qui va porter un coup également à l'éducation qu'il reçoit dans la cellule de famille la cellule de base qu'est la famille. Et quand il sort de la famille, il doit trouver un emploi. Ok. Dans le cadre de la recherche d'un emploi, un jeune qui n'a pas d'emploi, comprenez bien que si il est limité, cela peut l'exposer à d'autres formes de tentations qui peuvent bien évidemment le conduire à poser des actes punis par la loi. Bon, après, la famille est là pour vocation de placer des fondements. Même si l'enfant se retrouve en dehors de la famille, avant d'arriver à l'école, il y a la rue qui donne son éducation, l'école donne la sienne, mais après, est-ce que les fondements que la famille pose ne peuvent pas emmener un jeune à trouver l'équilibre? Awa, dis-nous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de fondements. Les familles aujourd'hui sont négligentes. Il n'y a vraiment plus de fondements. C'est dire que les parents échouent? Les parents vont beaucoup échouer. Déjà que si un enfant grandit, peut-être sans père ou sans mère, ça fait déjà un choc. Il part chez ses amis, il croise son ami avec son père et sa mère. Lui, il est soit avec son père, soit avec sa mère. Et déjà, il y a déjà 3 étapes, plus de même 4 étapes. L'enfant quand il naît, la famille donne son éducation. L'entourage donne son éducation. La société donne son éducation. L'école donne aussi une autre éducation. Les réseaux sociaux donnent une autre éducation. La mondialisation donne aussi son éducation. Donc l'enfant est stressé. Il ne sait plus quoi faire. C'est maintenant les parents qui doivent surveiller l'enfant. Si la mère est tellement occupée qu'elle ne peut plus prendre soin de son enfant, l'enfant est face à la société. Qu'est-ce qu'il retrouve dans la société? Il peut trouver des gens de mauvaise foi. Il croise beaucoup de personnes. Dans les réseaux sociaux, il y a parfois les campagnes de personnes malveillantes. Il y a la violence. C'est vrai, la violence n'est pas seulement physique. Okay. Elle est aussi verbale, elle est aussi écrite. Une personne peut être intimidée simplement parce qu'il a mis soit sa photo de profil ou sur Facebook ou même sur WhatsApp. Les injures vont pleuvoir. À l'école, c'est pareil. Parfois même, ça commence dans la famille. L'enfant est déjà intimidé. Et pour s'affirmer, il part dans la société. Quand il arrive dans la société, on lui montre notre éducation pour te former, pour que tu sois plus fort que ça. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Prends la drogue, prends la boisson, fais ceci, fais cela. Et on l'a bien compris. Sidoine, je crois que c'est près de 10 ans que tu as passé en Afrique du Sud. À un moment donné, il y a eu certainement un détachement parental. Comment tu t'es comporté? Comment ton éducation s'est faite dans le niveau familial? Comme j'ai dit auparavant, tout a une base. Et je pense que pour cette part, l'éducation que j'ai eue à la base, donc dans ma famille, à la maison, était déjà plus ou moins bonne pour ma part. Okay. Donc j'ai su par la grâce de Dieu avoir ce certain discernement de pouvoir garder ce que mes parents voulaient m'inculquer. Donc bien malgré le fait que j'étais à l'étranger, malgré le fait que j'étais loin de ma mère, ça ne voulait pas dire que parce qu'elle n'était pas là physiquement, elle manquait d'attention. Elle appelait, elle se rassurait que la voie que je suivais était plus ou moins la bonne. Donc, je pense pour ma part que ce n'est pas juste rester physiquement avec l'enfant pour donner l'éducation. Oui, de nos jours, il y a des foyers là où le père est séparé à la mère. Mais malgré cela, je pense bien que nos parents peuvent éduquer les enfants par plusieurs façons. Les appeler, se rassurer d'avoir des visites pour garder un certain équilibre. Adama, on retient la même chose pour toi? Oui, bien sûr. Je vais prendre mon cas. Je suis d'abord issu d'une famille recomposée. Mon père s'est remarié avec ma maman et quelques temps après, ils ont divorcé. Je suis allé vivre avec mon père et quand j'avais l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à dévier. Mais grâce aux fondamentaux et à l'éducation que j'ai reçue à la maison, j'ai pu me ressaisir. Si à la maison, l'enfant est bien éduqué et que son entourage est qu'il sait choisir son entourage,
il ne sera pas amené à faire, à poser beaucoup d'actes illicites dans la société. En fait, il sera amené à se dire mon parent, il est comme ça, il aimerait que je marche comme ça, alors je ferai comme il l'a décidé. Et puis après, bon, il y a les parents qui doivent parler, doivent conseiller l'enfant, lui expliquer que la vie ne se limite pas qu'à la jeunesse. On finira par grandir, à fonder un foyer et on sera amené à avoir des responsabilités après d'avoir quitté la maison de nos parents. Adama, on comprend très bien ce que tu dis, mais après, dis-nous, les microbes, comment ils naissent en Côte d'Ivoire? On entend parler depuis ici à Libreville, on entend parler de microbes. Voilà, ce sont des adolescents, des jeunes qui se livrent à des pratiques que tu vas nous citer là maintenant. Comment on en arrive là? Bon, c'est d'abord comme monsieur l'a si bien dit, Okay. Les microbes sont issus des familles défavorisées. Okay. Voilà. Ils ont grandi dans des quartiers, on peut dire, des quartiers sous-intégrés où l'accès à l'eau, à l'électricité est un peu difficile. Et lorsque cela arrive à l'âge du discernement, donc 7-8 ans, ils sont jetés dans la rue parce qu'il faut qu'ils ramènent quelque chose à manger à la maison. Voilà. Et lorsqu'ils arrivent dans la rue, ils sont influencés par tout ce qui se fait. Et il y a d'autres qui n'ont pas encore cette capacité-là de savoir que ce que je fais est bien ou ce que je fais n'est pas bien. Alors ils se lancent dans des pratiques comme le vol, le braquage et parfois même le meurtre pour amener quelque chose à manger à la maison. Voilà. Monsieur Bono, dites-nous, on se souvient très bien de ce jeune adolescent qui avait tué ou sinon ôté la vie à son collègue au niveau du lycée national Léon-Bas. Quel a été le sort pour lui? Comment la justice se place face à un mineur qui commet un crime? Alors, des exemples comme celui-là, il y en a eu partout, hein, au Gabon ou en Afrique. Dans le milieu scolaire, aujourd'hui, on a cette délinquance-là qui gagne les classes alors qu'elle n'a pas sa place dans ces lieux. On y voit des jeunes élèves qui viennent armés. On y voit se développer au sein de ces établissements des véritables gangs, des groupes violents. On y voit des jeunes braqueurs avec des armes blanches qui pratiquent des agressions. Il faut dire que, si vous me permettez, on avait déjà fait un numéro sur la violence au milieu scolaire. Mais si nous revenons là-dessus, c'est parce qu'on se rend bien compte qu'en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest en général, ces actions sont répétitives. La recrudescence de ces actions vraiment ont atteint leur apogée. On parlait tout à l'heure des microbes au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est de savoir, peut-être pour que les ados puissent se positionner à qu'est-ce qui leur attend, on veut comprendre quelle est la répression qui est prévue pour la délinquance juvénile ou particulièrement les mineurs qui sont en violation avec la loi. Alors, la loi pénale elle repose sur le principe d'égalité devant la loi. Okay. Ça, c'est le principe. Sauf que cette égalité n'est pas arithmétique. Il arrive que selon la situation du délinquant, selon l'âge, pour parler des mineurs, on applique un droit spécial aux mineurs. Il existe dans nos États, depuis nos indépendances, des tribunaux qui, en leur sein, ont des juridictions des mineurs. Donc des tribunaux spécialisés pour la répression de la délinquance juvénile. Okay. Cette délinquance, on l'a dit tout à l'heure, elle se manifeste par des délits ou des crimes. Un mineur qui est âgé de moins de 13 ans, s'il est à l'école primaire, il est absolument irresponsable pénalement. C'est-à-dire que lorsqu'il commet un fait qui devrait en principe être puni par la loi, on assimile ce fait à un accident, même si c'est le pire. On considère que, ayant moins de 13 ans, il est vraiment inconscient, il n'a pas le discernement de façon absolue. En revanche, quand bien même il pourrait commettre ce fait, on peut l'exposer à ce qu'on appelle des mesures de sûreté, c'est-à-dire un dispositif d'encadrement ou d'accompagnement qui va permettre à ce qu'il puisse se resociabiliser, qu'il puisse trouver sa place au sein de la société pour éviter qu'il se radicalise. Okay. Lorsqu'on a dépassé les 13 ans jusqu'à 18 ans, on est pénalement responsable, mais en qualité de mineur.
Et c'est pour cette frange-là, de 13 ans à 18 ans, je parle du droit pénal gabonais, mais cela est inspiré ou est partagé dans la plupart de nos États qui ont été inspirés par le droit français. On a, à partir de 13 ans, la responsabilité du mineur. Elle est prévue dans les codes de nos États. Et là, le mineur qui commet en principe une infraction, qui peut être un vol, un viol, en tout cas un délit ou un crime, on ne va pas le punir de la même peine qu'un majeur. On va appliquer la loi qui prévoit la peine pour le majeur, mais cette peine, ça c'est le cas du Gabon, va être simplement divisée par 2. Je prends un exemple. Celui qui commet un vol aggravé, ce qu'on appelle un braquage ici au Gabon, s'il doit être puni en tant que majeur d'une peine, par exemple, de 3 ans, dès lors qu'on constatera qu'il a un âge compris entre 13 ans et 18 ans, plutôt que de lui appliquer la peine de 3 ans, on va lui appliquer la peine de 18 mois. Donc 1 an et demi, assorti bien évidemment d'une peine d'amende et éventuellement des dommages et intérêts pour la victime. Alors, ça ne veut pas dire que la peine sera juste écrite. Il va bel et bien aller en prison. Dans les prisons, il y a des quartiers pour les mineurs. On ne va pas les mélanger, les confondre avec des majeurs. Donc, il faut bien que les jeunes comprennent que nul n'échappe à la répression si il se retrouve dans la situation que je viens de décrire. La seule exception en droit pénal, ou les quelques exceptions, en dehors de la minorité de moins de 13 ans, on a le cas de force majeure ou le cas de démence, qui sont quand même des situations exceptionnelles. Excusez-moi s'il vous plaît. Oui. Concernant les jeunes de moins de 13 ans. De moins de 13 ans. Oui. Est-ce qu'eux aussi, ils ont des secteurs spécialisés dans les prisons où on doit Ce que je viens de vous dire, qu'un jeune, en d'autres termes, un jeune de moins de 13 ans ne va pas en prison. Ouais. Bon, je parle du droit gabonais. Un jeune qui est âgé de moins de 13 ans, il ne va pas en prison. Même s'il a commis un meurtre. On ne qualifiera pas cela de meurtre. On qualifiera ça d'accident. Et ça, c'est peut-être la rigueur de la loi. La loi, elle est un peu... Mais je complète en disant qu'il peut arriver qu'un mineur soit en complicité avec des majeurs. Okay. Et dans cette situation, en principe, on va faire comparaître toutes les personnes impliquées dans l'infraction devant le tribunal des mineurs pour l'instruction, c'est-à-dire pour la procédure. Et au moment du jugement, le mineur sera jugé à huis clos, c'est-à-dire ce n'est pas au cours d'une audience publique, parce qu'il est mineur, il faut le protéger. Il sera jugé à huis clos. Et les majeurs, si c'est un délit, ils vont être jugés en audience publique. Et si c'est un crime, les majeurs vont comparaître devant la cour criminelle. Ça, c'est le cas du droit pénal, du droit positif pénal en République gabonaise. Mais cette procédure existe bel et bien. Donc, quand le mineur agit en qualité d'auteur, en qualité de co-auteur ou en qualité de complice, pour des cas d'infraction, quand il est mineur, eh bien, à partir de 13 ans à 18 ans, voici un peu l'état du droit pour répondre à votre préoccupation. C'est bien compris. Alors, regardons cet élément et on revient tout de suite. Je m'appelle Ibouti Ngouma Yolène Marie-Charlotte, j'ai 22 ans, je suis étudiante en droit et je suis la présidente d'une association dénommée Deuxième Chance. Le but de notre association est de venir en aide aux jeunes mineurs incarcérés, ce qui m'amène à notre sujet d'aujourd'hui, la délinquance juvénile. Qu'est-ce que la délinquance juvénile? C'est un ensemble de mots désignant un comportement illégal d'un enfant. Il faut savoir que la plupart des systèmes judiciaires condamnent les actes illégaux que peuvent commettre des enfants. On a dans les pays occidentaux des prisons pour mineurs, ce qui veut dire que tous les actes de délinquance sont punissables. La délinquance juvénile est un phénomène qui mine notre société parce que de plus en plus, nous voyons des jeunes qui se livrent et mènent ces activités, qui volent, qui braquent et qui tuent. L'objectif pour nous est de dire que la délinquance n'est pas une fatalité, mais ce qui est important pour nous quand même, c'est de souligner que la délinquance a des effets et des conséquences graves. Ce qu'il faut dire, c'est que la délinquance juvénile emmène certains de nos frères et sœurs en prison. Au quotidien, je rencontre des jeunes qui ont commis des actes au mauvais endroit et au mauvais moment.
Le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est que la délinquance n'est pas une fatalité. Non, ce que nous voulons, c'est tendre la main à tous ces jeunes-là qui pensent que être délinquant, c'est la seule option qui leur reste. Nous disons non, nous voulons que cela s'arrête et nous pensons que pour cela, il faille que certains d'entre nous tendent la main à ces jeunes-là qui n'ont plus d'opportunités, qui n'ont plus d'alternative à leur vie. Alors nous vous en supplions, chers jeunes, ne vous livrez pas à des activités, ne mélangez pas vos fréquentations et surtout, dites non à la délinquance juvénile. Et Awa, si tu me permets, je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire de la jeune demoiselle Zoura, Oui. cette jeune adolescente de 16 ans qui a été victime de viols répétitifs. Oui, d'un viol collectif. Ok, Elle a été séquestrée pendant des semaines par des jeunes, des compatriotes aussi. ok. C'est des jeunes de sa classe qui l'ont emmenée du genre, allons-y, on va aller faire une petite sortie. Puisque là-bas, chaque week-end, il y a certains jeunes qu'on les accorde le privilège d'aller quand même faire les sorties. On n'a pas de plage là-bas, mais on a quand même des rivières. Ok. Donc ils partent en isolement, ils sont là pendant 3, 4 jours ou 5 jours. Maintenant, lors de cette sortie, elle était la seule fille. Se sentant protégée par ses amis, Naturellement. elle les a suivis. Et ils sont restés là-bas, et donc ils venaient chaque week-end faire leur besogne et puis retourner. Les parents ont commencé à chercher, elle a réussi à fuir. Et ça, c'est un fait délinquant. Et si on regarde de très près dans l'histoire, je crois qu'elle nous renseigne qu'il en avait affaire à des jeunes qui avaient des parents bien placés dans la société et qui finalement, après l'histoire, n'ont pas été jugés ou n'ont pas été interpellés par la justice. Ou sinon quelques temps après seulement. Ils ont soi-disant été interpellés. À soi-disant. Soi-disant. Mais l'affaire n'est pas allée jusqu'au bout. Parce que ça a été camouflé. On n'a pas entendu la suite. On a seulement écouté qu'on a arrêté certains. Même ceux qu'on a attrapés là, c'était des personnes non nantis. Mais ceux qui étaient vraiment à l'origine de l'histoire ne se sont pas présentés. On l'a bien compris. Et quelque part au Congo, on parle des Chégués. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Chégués, ce sont des enfants de la rue, des enfants qui sont abandonnés. Est-ce que quelque part les parents n'ont pas une responsabilité très forte là-dedans? Est-ce qu'on peut faire des enfants quand nous ne sommes pas prêts à les assumer, M. Vono? Tout à l'heure, dans le début de mon propos, je vous ai fait part des objectifs du millénaire pour le développement, en tête desquels il y avait la question de la réduction de la pauvreté. On parle là du système des Nations Unies. Oui, alors il faut considérer que une famille qui vit dans la précarité ne peut pas favoriser l'émancipation de sa progéniture. Et cette pauvreté, parfois, elle est créée par la famille elle-même. Lorsque vous évoquez à l'instant le fait qu'il n'y a pas de planning familial, on fait beaucoup d'enfants, sachant bien qu'on n'a pas de moyens. Et plus on fait des enfants, plus on aggrave ou on accentue l'état de pauvreté. Donc, il y a une responsabilité parentale lorsque on est consentant à faire un enfant. Dans nos sociétés, on n'a pas toujours pratiqué la prise de pilules pour les femmes. Et on a une mentalité, il faut le reconnaître, dans certaines régions en Afrique, où une grande famille est source d'abondance. L'enfant est une richesse. Okay. C'est vraiment une conception qui est ancrée dans certaines régions, dans les esprits des populations. Donc moi, je dis clairement, je le reconnais, que l'absence d'une politique, d'un planning familial est source de pauvreté, et la pauvreté est l'une des causes du phénomène que nous évoquons s'agissant de la délinquance juvénile. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Alors Sidoine, dis-nous. Déjà, il faut dire que le terme Chégué veut dire bâtard. Okay. C'est en Haoussa. Donc, disons que les enfants qu'on appelle Chégué, ce sont les enfants bâtards. Bâtard littéralement qui signifie enfant sans père. Okay. Enfant sans père. Si au Congo on les appelle peut-être bâtards, okay, mais c'est différent au Tchad. Au Tchad, on ne parle pas de bâtards. On ne parle pas vraiment des enfants de la rue. Mais on parle des enfants
comme monsieur l'a si bien dit tout à l'heure, des familles nombreuses. Le Tchad est un pays à majorité musulmane. Ok. Donc les parents prennent leurs enfants, les déposent chez un homme de Dieu qui puisse les apprendre le Coran. Maintenant, il y a certains de ces hommes-là, en majorité, qui envoient ces enfants-là aller mendier à la rue. Tu vois, on les appelle les enfants de la rue. Mais chez nous, on les appelle les mahadjirines. Mahadjirine. Voilà, les mahadjirines, Ok. les enfants de la rue. Mais nous, on ne dit pas directement les enfants de la rue, mais on les appelle les mahadjirines. Ils viennent de porte en porte, ils récoltent de l'argent, de la nourriture, et ils reviennent encore donner ça à la personne qui les a envoyés d'aller faire ça à la route. Il y a certains, même si tu ne reviens pas avec quelque chose, tu te fais bastonner. Ah, ça c'est dur ça. Oui. Sidoine, dis-nous alors, en Afrique du Sud, comment les choses se présentent là-bas? En Afrique du Sud, il y a, enfin, je crois vraiment que c'est un problème en Afrique généralement. Donc, Ok. il y a un certain laisser aller de ce côté là-bas aussi. Mais ce que j'ai pu voir, c'était l'accès. Il est vraiment facile. Bon, les crimes, bien évidemment, sont punis par la justice. Mais il est vraiment plus facile d'avoir des ventes de chanvre, des ventes de drogue, etc. Donc, en fait, l'individu concerné a cette facilité, cette possibilité d'avoir ce qu'il désire quand il le désire. Et quelles peuvent en être les conséquences? Les conséquences sont quand, par exemple, je crois durant l'année dernière, je ne me rappelle plus vraiment de la date, Ok. il y a eu ce décret que la consommation de chanvre, donc ce n'est pas à la rue, est maintenant permis en Afrique du Elle a Sud. été légalisée. Donc la vente de chanvre avait été légalisée. Donc je me dis en fait, si au niveau du gouvernement, ils permettent ce genre de choses, ne soyons pas surpris si notre jeunesse plus tard, si la jeunesse par exemple sud-africaine, plus précisément plus tard, devient dangereuse. Parce que l'enfant, quand il a 8 ans, 9 ans, avec des parents qui ne sont pas vraiment consciencieux, va véritablement, en fait, dès ce bas âge, commencer à consommer ces choses-là. Alors ici, tu le disais là face à la caméra en anglais, afin que tous ceux qui sont en Afrique du Sud actuellement comprennent ce que tu as à dire. Okay, so basically I was saying we have to realize that we are young and we have a future. So I don't really agree with the decrees that have been made towards legalizing weed in South Africa. Why? Because I feel like it's a start of our doom. We're just killing ourselves as youth because we will be able to make use of the weed, party with it, have fun with it, but not realizing that later on in life we're gonna die from it. So it's just a call out for us to be aware of what we're doing. Adama, le phénomène de microbes est en train de s'accroître en Côte d'Ivoire. Quelles peuvent en être les conséquences? Évidemment, le phénomène s'accroît en Côte d'Ivoire. Les conséquences pourraient être, on peut dire, la perte de conscience de la jeunesse. Mais l'État quand même a mis des solutions en place. Ils ont mis en place des centres d'accueil pour ces enfants microbes-là afin de les réinsérer dans la société. Voilà. Awa, quel qu'on retient? On va retenir que l'État a quand même mis quelque chose en place, que ce soit au Gabon, au Congo ou en Afrique du Sud. L'État met en place des dispositions. Maintenant, c'est à des organismes comme des ONG ou des personnes de soutien qui doivent accompagner ces enfants-là vers les structures concernées. Exemple, concernant la drogue. Si l'Afrique du Sud a légalisé la drogue, c'est dans le cadre thérapeutique. Parce que chez eux, ils soignent avec la drogue. Des feuilles de drogue, ils prennent ça pour beaucoup de choses. Mais c'est sur le cas thérapeutique, mais pas dans le cas de stupéfiants directement. Ok. Je voulais quand même dire que l'avenir de l'Afrique repose sur la jeunesse. Aujourd'hui, on parle des microbes, on a parlé en Côte d'Ivoire, on a vu le cas de l'Afrique du Sud. L'avenir de l'Afrique, c'est ces jeunes-là
que nous désignons aujourd'hui comme des microbes, mais ces microbes-là vont prendre vraiment de l'ampleur demain. Et demain, l'Afrique ne sera pas forcément, elle n'est pas condamnée à être gouvernée de façon sectorielle, chacun dans son État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, l'avenir de l'Afrique, c'est dans le régionalisme. Aujourd'hui, on parle déjà d'intégration africaine, d'union africaine. On a des organismes sous-régionaux. Ça veut dire qu'on va arriver à un niveau où on va imposer à chaque État d'ouvrir ses frontières. Ok. À partir du moment où les frontières vont devoir s'ouvrir, on va reconnaître la liberté aux personnes et aux biens de circuler partout en Afrique. Ceux qui vont circuler librement seront bien des Africains. Ces Africains-là, dans 30 ans, seront les microbes ou les, je ne sais pas, au Tchad, vous les avez qualifiés là tout à l'heure dans un autre terme. En tout cas, ce sera cette jeunesse-là qui est appelée à circuler librement dans une Afrique intégrée. Et donc, voyez un peu l'ampleur du phénomène. S'il y a des politiques dans chaque État qui ne sont pas forcément orientées de façon coordonnée, de manière à ce que demain, on ne fera pas face à un phénomène de la même ampleur. On fera face à un phénomène d'une plus grande intensité. Parce que l'immigration, les populations qui vont quitter de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Congo, viendront dans tous les États. Ils viendront chercher de l'emploi, ils viendront parce qu'ils viendront faire du commerce, ils viendront parce qu'en Afrique, l'avenir, ce sera effectivement cette intégration-là. Donc, j'ai vraiment envie de lancer un appel à notre jeunesse. C'est vrai qu'on attend beaucoup de nos dirigeants, mais il faut, comme elle a déjà dit tout à l'heure, il faut bien qu'on se mobilise. On se mobilise à travers des mouvements associatifs, on participe, on s'engage pour l'Afrique. Il faut vraiment que la jeunesse africaine s'approprie son avenir, son développement. Nous n'avons pas juste besoin de rêver, nous avons besoin de réaliser le rêve de l'Afrique. Et vraiment, je profite de l'occasion d'encourager de pareilles tribunes où vous donnez l'occasion aux jeunes de parler, vous donnez l'occasion aux jeunes de transmettre un certain nombre de préoccupations, mais surtout de partager autour de certaines valeurs. Et je souhaite vraiment que notre débat de cet après-midi permette vraiment à certains jeunes qui n'ont peut-être pas encore pris conscience de ce danger, de ce phénomène-là, que au-delà des attentes que nous avons à l'égard de nos dirigeants, chacun de nous construit l'Afrique. Et là, j'en viens à vous demander quels conseils, quelle voie de solution? Déjà, j'invite à ce que chaque jeune Africain ait confiance en lui, en lui-même. Okay. Il faut se donner des objectifs. Il faut avoir un modèle dans la vie. Qu'importe que l'on fasse de longues études ou que l'on ne fasse pas de longues études ou que l'on ne soit même pas diplômé, chacun peut construire son avenir. Donc le conseil vraiment qui me paraît le plus important à donner à mes jeunes frères africains, à mes frères africains, c'est qu'il faut qu'on se batte, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que nous œuvrons chacun où il est sur le continent pour travailler pour l'Afrique, pour l'avenir de l'Afrique. C'est un défi, c'est un challenge et nous ne pouvons pas le faire parce qu'on ne peut pas manquer ce défi, ce rendez-vous parce que nous avons des générations qui vont nous suivre. Quelle est la part de notre génération aujourd'hui? Dans tous les secteurs, nous devons être compétitifs. Nous devons marcher en ayant à l'esprit que vraiment le jeune Africain de demain sera vraiment quelqu'un sur qui l'humanité peut compter. On l'a bien compris. Adama, toute la Côte d'Ivoire te regarde, alors qu'est-ce que tu peux leur dire? Je vais d'abord sensibiliser mes frères en leur disant que faire le désordre pendant que nous sommes jeunes ne mène à rien. Parce que c'est nous qui sommes amenés à gérer l'Afrique de demain. Il ne suffit pas d'attendre quelque chose venant de l'État. Nous-mêmes, on peut s'associer en groupe de 2-3 personnes, aller dans les écoles, des universités pour sensibiliser nos frères. Il y a beaucoup d'ONG qui œuvrent déjà dans la lutte contre la délinquance juvénile. Pourquoi ne pas insérer ces ONG-là pour pouvoir lutter aussi avec elles
contre le développement de la délinquance juvénile dans nos pays en Afrique. Dieu merci, nous avons cette tribune-là qui nous permet de parler de la délinquance juvénile. Elle nous permet de sensibiliser nos jeunes frères sur les conséquences de la délinquance juvénile sur le futur de l'Afrique. Merci pour ce message. Sidan Okeli. Dans cet élan, j'aimerais interpeller aussi les parents. Donc on a bien pu comprendre que nos parents nous donnent l'éducation de base sur certains points. Donc je demande vraiment à nos parents de faire de votre mieux pour vraiment enseigner les enfants, impliquer une éducation de base afin que demain, quand votre enfant sera dehors, loin ou près de vous, il saura répéter ce que vous avez dit auparavant. Et aux jeunes, à mes frères gabonais ou étrangers, je sais que souvent quand on donne conseil, quand on porte conseil, ça ne rentre pas directement. Je ne suis pas parfait et je suis jeune comme vous. Je fais aussi des erreurs comme vous. Mais j'ai cette chance aujourd'hui d'être sur ce plateau pour vous faire passer ma pensée. Donc essayez vous-même à votre temps perdu de penser à ce qui a été dit aujourd'hui sur ce sujet particulièrement. Essayez de faire le point sur votre propre vie parce que en faisant ça, vous créez un meilleur futur pour vous-même demain. Ah ouais, alors et si tu le disais en arabe? Akhwati akhwani. Gana hajulo ko ayom. Kullu kuke, kullinake. Ayom anina kullinake tashadin. Anina iyal hana Afrika. Anina bes nuso khumam li ambakir. Kullinake. Awin, Rujal, Iyal, Duga, Kulinake, Sawa, no go wai. Walagal ayom inti tashadi, walagal inti gabonai, walagal inti centrafricain. Kulinake wahid. Akhwani gumule na fok. Gumule na fok akhwani. Et maintenant, si tu redescendais en français. Ah bah tu vois, les collègues ils rigolent, ils n'ont pas compris. Ouais. Chers frères, chères sœurs, nous sommes tous unis. On ne doit pas être seulement gabonais, français. On ne doit pas suivre ce que fait l'Occident. Nous sommes unis, nous sommes forts, nous sommes Afrique, nous sommes centrafricains, nous sommes tchadiens, nous sommes gabonais. Nous sommes un peuple et nous devons tout faire pour que notre Afrique soit meilleure. Pas seulement comme c'est qu'elle a été, berceau de l'humanité, mais première puissance mondiale. Moi j'affirme que l'Afrique sera première puissance mondiale grâce aux jeunes, grâce à notre volonté, notre détermination. Merci. Et nous avons un jeune qui nous attend. Pardonnez mon mode opératoire, nous avons un invité spécial. Il a une chemise bleue, un pantalon gris et on va le recevoir tout de suite. Il a été présenté, il est arrivé à ma droite, monsieur Anissé Ango. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Alumni Ali Gabon. Effectivement. Président de l'ONG Sauvons notre jeunesse. Effectivement. C'est dire que la jeunesse est en danger, monsieur Ango? Oui, la jeunesse est en danger parce que lorsqu'on voit tout ce qui se passe, lorsqu'on vit même ce qui se passe sous nos yeux, on ne peut que dire que la jeunesse est en danger. Et si on ne fait rien, elle va à la dérive. Si on ne fait rien, elle va à la dérive. Et donc nous sommes engagés à essayer, je dis bien essayer, de sauver cette jeunesse. C'est notre engagement. Et dans cette optique, vous menez une caravane que vous appelez justement Sauvons notre jeunesse. Effectivement. Donc dans le cadre des activités de l'ONG Sauvons notre jeunesse, okay. Donc nous avons lancé une caravane dénommée également Sauvons notre jeunesse dans les établissements secondaire de Libreville. Okay. Donc on commence par Libreville, après on va entamer l'intérieur du pays. Donc il s'agit d'échanger avec ces jeunes sur 3 thématiques principalement. La responsabilité des études, parce que nous pensons que l'Afrique de demain, ce sont des jeunes aujourd'hui, parce qu'il s'agit de l'avenir de notre Afrique et donc personne ne doit rester en marge pour essayer d'apporter une orientation, un conseil à ces jeunes-là. Donc nous échangeons avec eux sur ces thématiques
la responsabilité des études, qu'est-ce que la République attend de vous, qu'est-ce que la cellule familiale attend de vous, qu'est-ce que vous-même vous attendez de vous-même. Donc on échange avec eux sur ces thématiques. La deuxième thématique de nos échanges avec ces élèves, c'est la violence en milieu scolaire. Ok. Parce que tout ce qui se passe dans nos établissements, tout ce qui se vit dans nos établissements, personne ne peut rester insensible. Et la troisième thématique, c'est la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Et puisque nous parlons de délinquance juvénile actuellement, quel est le rapport que vous pouvez nous faire là en 1 minute des questions de violence en milieu scolaire? Oui, les questions de violence en milieu scolaire, parce qu'il faut dire que la violence, elle est de différentes formes. Ok. Il y a une violence physique, il y a une violence verbale, une violence morale. Ok. Donc il y a les victimes. La violence, les victimes peuvent être les élèves, comme les auteurs également peuvent être les élèves. Les anciens peuvent être les victimes, également les auteurs de ces différentes formes de violence-là. Et nous apportons un message j'ai envie de dire, un message un peu plus qui apaise un peu les parties. Et surtout, je le précise, surtout, nous faisons dans l'écoute des jeunes. Ok. Parce que les jeunes sont taxés de tous les mots, ça c'est vrai, mais personne ne prend la peine d'écouter ces jeunes-là. Et depuis qu'on a commencé cette caravane, ce que nous entendons venant de ces jeunes, parfois ça nous écoeure. Donc on se dit, si on peut apporter, n'est-ce pas, un petit espoir à cette jeunesse-là, c'est une bonne chose. Donc on apporte le message d'espoir. On dit à cette jeunesse-là que vous avez le droit de rêver, comme tout le monde. Nous, on a rêvé. Et que ce rêve-là, si vous vous comportez de manière digne à l'école, parce que l'école n'est pas un champ de guerre. Donc si vous vous comportez de manière digne, le rêve se réalisera. Et au passage, nous avons déjà fait un numéro sur les violences en milieu scolaire. Et on sort de ce numéro se disant, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Et puisque vous avez été à l'écoute de ces élèves, qu'est-ce que vous avez écouté concrètement? Alors, d'abord les causes. Ok. Les causes, la violence de ces jeunes. Je vais vous raconter une petite histoire, vite en 1 seconde. Je suis allé dans un établissement de la place lors de cette caravane. Et donc, après l'échange avec les élèves, un élève a été victime d'un vol. Donc, on l'a braqué, son téléphone. Et qu'il a fait un élève de l'établissement. Et donc, le jeune homme vient vers moi, il me pose le problème. J'appelle l'auteur du vol. Donc, il est sur la défensive. Il me dit non, c'est pas moi. Mais j'essaie un peu de mettre... L'auteur du vol ou le présumé voleur, bon. Puisqu'au passage, vous êtes magistrat. Okay. Le présumé voleur. C'est compris. Parce qu'à cet instant, il n'est pas encore... Il est présumé voleur. Voilà. Okay. Donc, je mets ce dernier en confiance. Il monte dans mon véhicule. Et là, je vais discuter avec lui, pas en tant que magistrat, mais en tant qu'un aîné, en tant que grand frère, en tant qu'un père, en tant qu'un homme. Et là, il est en confiance. Voilà, et là, il est en confiance. Et donc, il va me dire, si je pose ces actes, parce que pour survivre, c'est compliqué. Pour payer ma tenue, pour payer mon taxi, pour payer mes fournitures, je suis obligé parfois de passer par ces actes-là, par ces actions. Donc, quand je prends un téléphone, je le vends et je survis. Et vous voyez, c'est parce que j'ai pris le temps d'écouter ce jeune, je vais réaliser que l'acte posé, c'est vrai, il il sera sanctionné, on peut le qualifier. Mais voilà les raisons de pauvreté qui poussent nos jeunes à poser certains actes. Et donc, tout le monde est responsable. L'État, en tant qu'entité suprême, doit prendre ses responsabilités. Peut-être ramener les internats, les bus scolaires, pour que les enfants qui sont en situation démunie, s'ils peuvent être dans ces internats, ça évitera beaucoup de situations. Alors, on va peut-être se permettre de vous poser une question, si vous permettez. Pas de souci. Vous êtes en contact avec les élèves au quotidien. Et au Gabon, il y a une nouvelle réforme qui est sortie dernièrement, le 29 mars exactement, qui vient présenter les nouvelles conditions d'attribution de bourses. Quel est votre avis là-dessus? Je pense que ce qu'on vit depuis 3 jours à Libreville et dans tout le pays, personne ne peut rester insensible. Lorsqu'on voit l'école de la République passer ces moments, personne ne peut rester insensible. Et donc je me dis, c'est bien, nous voulons l'excellence, nous voulons la méritocratie, mais avant d'y arriver, il y a les préalables. C'est clair. La réforme, c'est quoi une réforme? Une réforme, c'est améliorer, c'est changer. Parce qu'on estime qu'il y a eu des manquements, il faut améliorer. Mais pour de telles réformes, il faut associer tous les acteurs de la chaîne. Les parents d'élèves, les syndicats, les élèves, l'administration, pour qu'ensemble,
les uns des autres puissent discuter afin de faire sortir une réflexion qui sera, j'ai envie de dire, appréciable par tous les acteurs. Et c'est bien compris. C'était une invitation à un tour de table et on va terminer par là. Adama, qu'est-ce que tu penses? Je pense que la réforme en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Ok. Mais le problème se pose au niveau de l'âge et de la moyenne. On ne peut pas demander à un élève d'avoir 12 de moyenne au bac et avoir un âge de 19 ans et moins et pour obtenir la bourse. Il faut d'abord que l'État revoie les conditions dans lesquelles ces élèves-là étudient. Ils doivent construire de nouvelles écoles afin de réduire les effectifs dans les salles de classe. Là, au moins, on pourra prétendre avoir certaines personnes à majorité, avoir 19 ans en terminale et avoir, pourquoi pas, 12 de moyenne pour l'obtention du baccalauréat. C'est bien compris. Alors Sidoine, Howard t'écoute. Moi je dis pas État, je dis pas ministère, moi je dis Howard. Alors Howard, pour ma part, je pense que c'est plutôt tiré par les cheveux l'âge, exiger un âge particulier parce que nous n'entrons pas tous à l'école avec les mêmes conditions et autres. Donc il y a plusieurs problèmes qui peuvent s'élever de là. Mais question moyenne, je pense que le but, cher élève, est en fait de motiver à avoir l'excellence, motiver afin que nous arrivons à construire le demain. Donc, pour ma part, c'était juste ça. Alors Awa, ne te laisse pas influencer par leurs propos, qu'est-ce que tu penses? Bon, en 30 secondes. Selon moi, je pense que la réforme déjà, elle est bonne. Parce qu'on remarque qu'il y a plusieurs. Il y a les enfants de 8 ans, un enfant de 8 ans qui est déjà en 6e. Il y a les enfants de 9 ans qui sont en 6e. C'est déjà une bonne chose. Mais seulement, il devait faire un suivi à partir de là, de ceux qui sont dans le bas âge. Pas directement à ceux qui sont déjà en terminale. C'est-à-dire appliquer la réforme à la racine. À ceux qui sont au CM2 peut-être par exemple. Oui, et les accompagner jusqu'en terminale. Mais c'est déjà des jeunes de 24 ans qui sont en terminale, ils font comment? Il y a déjà des jeunes de peut-être même 26 ans. Moi, j'ai appris avec ceux qui ont 26 ans en terminale, en première même. Donc, il faut essayer de revoir la réforme. Question d'âge, c'est déjà trop compliqué. Mais au moins, la moyenne, on peut comprendre. C'est chercher l'excellence. Vouloir aussi dire qu'au Gabon, il y a quand même des jeunes qui peuvent avoir le bac de 16 de moyenne. C'est déjà ça. C'est arriver à un niveau où on dit le premier du Gabon a 17 de moyenne. C'est l'excellence qu'on cherche. Mais seulement essayer de revoir le côté âge. Et là, on part dans notre rubrique. Les mots d'ailleurs, c'est tout de suite. Dans les mots d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes à Cape Town, nous sommes à Pretoria. C'est l'anglais, c'est la langue de Shakespeare qui est au rendez-vous. Et Sidoine Okeli va s'essayer. Ah non, tu vas pas t'essayer? C'est ton quotidien? Je vais le faire. Allez, vas-y. Alors, Sedi, youth is the flower of an entire nation. It is the flower that the fruits must be prepared and bless the children of Africa. May God bless Africa. Bah écoute, Awa, ce n'est pas de l'arabe. Si tu t'essayais. Youth is the flower of an entire nation. It is the flower that the flower must be prepared has been the children of Africa. Ah, la langue de Shakespeare. Youth is the flower of an entire nation. It is the flowers that the fruits must be prepared and blessed the children of Africa. Youth is the flower of the entire nation. It is the flower that the fruits must be prepared and blessed the children of Africa. La jeunesse est la fleur de toute nation. C'est dans la fleur qu'il faut préparer les fruits. Que Dieu bénisse les enfants d'Afrique. Forum Ado, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro. Bonsoir à vous.